Bonsoir, j'espère que vous vous êtes bien reposés durant ce magnifique week-end estival. Je sais qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas trop les week-ends et encore moins lorsqu'ils sont ensoleillés, mais allez quand même, on ne va pas bouder notre plaisir un peu d'été indien avant d'attaquer les premiers frimas de l'automne, ça fait du bien. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h, la ligne est ouverte au standard d'Europe 1, 39 21. Ce soir, vous y serez accueillis par Asiba et Justin. Et c'est Vivian Le Cuivre qui réalise cette émission. Donc, bien vous le savez, hein, vous avez toujours les courriels, le site europe1.fr, puis Libre Antenne, les SMS au 7 21 21 code nuit qui vous permettent à tout moment de l'émission d'apporter votre commentaire, de faire vos remarques, d'envoyer des petits messages. Et puis, si vous voulez nous rejoindre pour débattre avec nous, pour dialoguer avec un auditeur, eh bien c'est très simple. Vous appelez le 39 21 et vous vous exprimez en direct à l'antenne. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Jean-Luc. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Jean-Luc ? Oui. Ah, je vous entendais plus très bien. Alors, vous voulez parler de votre couple. Vous êtes en couple depuis 18 mois. C'est récent et pourtant, ça se passe pas très bien. Alors, c'est pas exactement ça en fait. Hein. Je vais replacer. Alors, vous allez me dire, parce que moi, j'ai juste une petite fiche comme ça, résumée en quelques lignes. Le mieux, c'est que vous nous en parliez. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. En fait, je replace un peu les choses dans le contexte. Vendredi soir. Il y a un canard près de vous. Pardon ? Il y a un canard près de vous, il y a un bruit. Vous êtes près d'une mare ? Périgord. Ah, vous êtes dans le Périgord, donc vous voyez, c'était pas très loin, hein ? Non, je plaisante. Non, je viens juste de recevoir un texto, en fait. Ah, d'accord. Et donc, vous avez un bruit qui imite la voix d'un canard. Ouais, je vous prie de m'en laisser. Bon, mais tant qu'il n'y en a pas 10 qui arrivent, ça va aller. Donc, oui, donc j'étais au volant vendredi soir et je suis tombé sur votre émission, en fait, tout à fait par hasard. Oui. Je la connaissais pas. Oui. Et en fait, j'ai écouté le témoignage de cette dame qui, je sais pas si vous vous souvenez, vendredi, en fait. Bien sûr, oui. Qui était épris, en fait, d'un homme et qui attendait un certain nombre de signaux. Et ces signaux n'arrivaient pas, en fait. Baya. Exactement. Elle était partie rencontrer, qui vivait dans une caravane, un mode de vie un peu gitan. C'est ça. Elle était complètement bouleversée par cet homme et puis rien n'arrivait. Et elle attendait un certain nombre de signaux et c'est vrai qu'elle m'a fait prendre conscience aussi quelque part d'un certain nombre de choses chez moi. Parce que c'est vrai qu'en fait, bon, comme vous l'avez dit, je suis en relation depuis un peu plus d'un an et demi, oui, effectivement, avec une jeune fille qui me contente. Hein. Je peux dire que quelque part je suis un homme épanoui, mais je sais pas. Depuis un certain temps, en fait, j'ai fait quelques rencontres, et notamment une rencontre en particulier. Et c'est vrai que j'en suis arrivé à me poser un certain nombre de questions. Et ces fameux signaux, si vous voulez, moi je les ai à l'inverse tous reçus. C'est-à-dire qu'on me les a donnés. Mmh. Et c'est pour ça, en fait, que je rebondis sur cette histoire de vendredi, sur l'histoire de Zaya. Et je vous avouerai C'était pas Zaya, oui, elle a beaucoup marqué, je comprends, mais non, c'est Baya. Baya. Alors Baya, je vous prie de m'excuser. Je comprends que Zaya vous ait marqué. Voilà, vous l'avez rencontré. J'espère que je ne vais pas vous remplacer tous les Z par des B, parce que... Mais... Ouais. Et à l'inverse, vous voyez, en se positionnant de l'autre côté, c'est vrai que j'ai pas forcément, moi, trop su comment réagir. C'est-à-dire que le passage à l'acte, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Vous voyez, même pour un homme. Et c'est vrai que je me suis, si vous voulez, retrouvé confronté à un certain nombre de situations dans lesquelles l'envie d'agir était présente. Oui. Mais le passage en lui-même était, pour une raison ou une autre, si vous voulez, tout à fait impossible.
Alors pour plein de raisons, hein, je pense, qui sont que j'arrive pas moi-même à m'expliquer, parce que dans une rencontre, une rencontre c'est un peu de choses, mais quand les stimuli sont là, je veux dire, la nature animale est censée reprendre le dessus, et la physiologie doit suivre. Mais c'est vrai que c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, vous voyez. Donc pour rebondir sur l'histoire précédente, je me suis dit, et si cet homme ça avait été moi, et si cette femme m'avait réellement plu, comme ça m'est arrivé, est-ce qu'on peut toujours aller au bout des choses? Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'histoire que décrivait Baya, ils ont quand même passé une semaine ensemble. Lui était dans sa caravane, elle était dans une petite tente à côté. Il y avait quand même une intimité, une promiscuité. Ils étaient H24 ensemble. Donc, s'il avait dû se passer quelque chose, on peut penser que ça aurait dû se faire. Là, la femme dont vous me parlez, j'imagine que vous ne la côtoyez pas 24 heures sur 24. Ah, je l'ai eu côtoyé, si, de très très près. Alors, oui, de très près, mais vous n'avez pas passé, par exemple, une semaine ensemble, jour et nuit. pas loin, Ah bon? pas loin, mais par moment, l'homme n'est plus vraiment un homme. Et aujourd'hui, on a du mal à accepter ça. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Ça m'intéresse. Quand vous voulez dire qu'un homme n'est plus vraiment un homme par moment? Si vous voulez, dans certains contextes, la relation en tant que telle prend le pas sur la sexualité, réellement. Et aujourd'hui. Oui. Mais la sexualité, c'est de la relation. Enfin, c'est pas pourquoi c'est. Pas Enfin, forcément. Une relation peut ne pas être sexuelle. Oui, je vous l'accorde, bien sûr. Oui, il peut y avoir de la sexualité à l'état brut. Moi, bon, alors c'est peut-être le fait que mon côté féminin qui me fait dire que c'est vrai que je conçois dans la sexualité, il y a toujours pour moi un peu de relation. Mais bon, Non, c'est pas ce que je veux dire par là. C'est que vous pouvez avoir une relation sexuée sans passage à l'acte. Voilà, je vais encore un peu plus loin. Oui, dans le fait qu'il y a du désir qui circule. Il y a du désir qui circule, le jeu de la séduction est présent, mais il n'y a pas de passage à l'acte en tant que tel. Et c'est des choses qui peuvent arriver. Et c'est d'ailleurs souvent un plaisir qu'on veut faire durer. Bon, alors oui, mais alors est-ce que peut-être le fait d'avoir une relation depuis 1 an et demi avec une autre jeune femme, est-ce que c'est un frein pour vous? Est-ce qu'il y a une culpabilité d'une certaine façon? Est-ce que vous avez peur de pas l'assumer, ou est-ce que finalement ce désir, vous aimez rester dans le désir? Non, j'irais plutôt sur la solution sur la deuxième, Vous prolongez cet état de désir. Ouais, complètement, parce que à bien y réfléchir, c'est quelque chose de tout à fait intense, et c'est vrai que l'incertitude, si vous voulez, il y a une petite perte de contrôle dans cette incertitude quelque part, et je pense que tous, plus ou moins, dans une relation, il y a un petit peu de ça aussi. Vous voyez, on attend un petit peu de perte de contrôle. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais vous voulez dire qu'il ne s'est rien passé entre vous et cette jeune femme dont vous me parlez? Même pas un baiser, même pas rien. Tout reste comme ça dans le non-dit. Absolument rien. Mais alors finalement, il y a une question qui est posée, qui est très directe, là où vous êtes plus dans l'abstrait, par SMS, qui dit, mais finalement, vous voulez en venir où? Alors, c'est à double titre, c'est-à-dire ici, là, avec moi, et peut-être dans cette relation. Mais est-ce qu'une relation doit avoir une direction?
Enfin, Oui, non, là. Non, vous ne répondez pas là. Je veux en venir où? C'est-à-dire. C'est peut-être une question qui est posée. C'est pas une question que je me pose. Je pense que. Vous voulez maintenir cet état-là, mais vous pensez à elle aussi dans l'histoire. Non, je suis un peu victime. Vous êtes dans la séduction, c'est-à-dire vous aimez. Finalement, vous êtes dans le. Vous êtes le séducteur qui n'a pas besoin de. Excusez-moi, je vais être un peu trivial, de consommer. Non, moi, je me connaissais pas comme ça. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. C'est quelque chose que je découvre. Je trouve ça assez étonnant. Voilà. Bon, maintenant, j'ai pas une. Vous savez, ça peut être très très perturbant pour l'autre en l'occurrence, parce que cette jeune femme, si il y a des tas de signaux émis où elle sent bien que vous la désirez, qu'il y a tout un climat comme ça de séduction et qu'en fait rien ne se passe, de son côté, elle doit se poser beaucoup de questions. Écoutez, oui, j'imagine. Vous en parlez ensemble ? Quel type de relation avez-vous ? Ludique. Oui, vous, peut-être vous jouez, mais dans un jeu, il y en a parfois un qui s'amuse plus que l'autre. C'est possible. Je ne sais pas depuis combien de temps vous jouez, vous voyez, mais depuis combien de temps jouez-vous comme ça ? Bon, ça fait quelques mois que ça se déroule. Mais bon, d'un autre côté, si vous voulez, comment dire, on vit quand même dans une époque où elle est en couple, elle, de son côté ? Il me semble, oui, il me semble. Ah, vous ne connaissez rien d'elle, finalement ? Si, mais enfin bon, c'est un petit peu chaotique. Voilà. Donc, c'est assez variable, Finalement, elle vous renvoie une image de vous assez gratifiante, parce que c'est ça aussi, dans ces rapports de séduction. C'est très valorisant, sur un plan narcissique, d'être désiré. Oui, mais j'aurais tendance à dire, si vous voulez, que la réciprocité est totale. C'est-à-dire que aujourd'hui, enfin moi, je me positionne vraiment en alter ego dans cette relation. Et on parle de narcissisme, mais le miroir est, enfin, je suis aussi, moi aussi, un miroir. Elle est un miroir, mais enfin, on est deux à jouer. Vous voyez, donc, enfin, je pense que si à un moment, cet état de fait, ce jeu, comme vous l'appelez, et c'est vrai que vous avez raison, c'est un jeu, avait été à son désavantage, elle me l'aurait fait sentir. Ah ben, elle a le loisir de mettre un terme à la relation. Exactement. Donc c'est pour ça que je vous demandais si de son côté elle avait une relation, parce que sinon, comme dit Patricia, ne restons pas dans la frustration. Il y a un moment des deux où l'un peut être frustré. Donc, alors il y a First Lisa, elle va plus loin, elle dit, c'est un allumeur dans le sens, mais il y a des hommes qui peuvent avoir ce comportement-là. C'est vrai que c'est un terme normalement qui était réservé aux femmes. Hein. On disait, c'est une allumeuse, mais il y a des hommes qui, et vous disiez d'ailleurs, il y a un homme, c'est intéressant, c'est pour ça que je vous demandais, vous avez dit avec beaucoup de sincérité, il y a des situations où un homme n'est pas un homme, ou en tout cas ne se comporte pas dans les schémas que l'on s'en fait comme un homme, c'est-à-dire on a tous une part féminine, une part masculine, et c'est en ce sens que votre témoignage est intéressant, Jean-Luc, c'est-à-dire que l'homme, il y a des hommes qui ne sont pas forcément, on imagine dans le passage à l'acte, on voit que vous, ce qui vous plaît, c'est justement de plaire, d'être dans le désir, mais plus que finalement d'arriver, de parvenir à vos fins. Vous formalisez les choses comme ça. Maintenant, j'en suis pas persuadé, parce que quelque part, je le déplore un peu, malgré tout. Vous voyez ? Oui, mais si vous le déploriez vraiment, la relation serait passée à autre chose. Et puis finalement, vous y trouvez certainement votre compte tous les deux. Écoutez, je sais pas. Mais en même temps, comme dit Bulle, vous avez dit auparavant que vous êtes dans une relation, alors là, ça reste platonique, mais vous avez fait des rencontres par ailleurs. Hein, donc les autres rencontres, elles étaient platoniques également ? Ah non, c'est assez... Non, enfin, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que ça m'arrive, en fait. D'accord. Hein.
me retrouver dans une situation comme ça. Mais je pense, enfin, je pense pas que ce soit exceptionnel. Hein, ça doit arriver assez fréquemment. Et pour moi, c'est nouveau, donc c'est un terrain un peu inconnu. C'est assez rigolo. Bon, j'ai le sentiment, bien évidemment, qu'à un moment ou à un autre, ça va prendre fin. Est-ce que ça sera de mon fait ou du sien, je ne sais pas. Mais si vous voulez, la situation s'installe telle quelle. C'est des choses qu'on ne voit pas arriver. Voilà. Il y a Cassandre qui dit certaines relations platoniques font beaucoup souffrir pourvu qu'elle n'espère rien en vous pensant gentleman. Ah, vous pensez que c'est ça ? C'est un point de vue de Cassandre. Ouais, bah écoutez, ça a peut-être du sens. Hein. J'espère, oui, qu'elle pense pas, pour une fois, je suis pas tombée sur un gros lourd, mais sur un gentleman. Ah oui, alors comment s'en sortir, les filles ? Entre ceux qui ne pensent qu'à ça, et puis ceux qu'on pense gentleman et qui en fait, sont voilà, dans quelque chose de l'ordre du désir, et puis c'est plutôt amusant. Mais alors finalement, qu'est-ce qu'on va se mettre sous la dent ? Non, mais vous voyez, ce qui est pas mal, c'est que, enfin, moi, ce que je trouve intéressant, et ça m'a fait prendre conscience de quelque chose aujourd'hui, c'est que le jeu de la séduction est devenu un peu plus complexe qu'il ne l'était il y a... Oh, il a été complexe. Si vous prenez au cours des siècles, il a toujours été complexe. Et j'ai l'impression... Si regardez les liaisons dangereuses. Ce qui me fait rire, c'est que Viviane dit, mais même dans ceux qui sont, comme vous, dans cette relation, dans le désir, dans la séduction, finalement, ils ne pensent aussi qu'à ça. Oui, c'est bien résumé. Il y a Brigitte qui dit, est-ce que vous la sentez amoureuse ? Dans ce cas, elle peut attendre et souffrir. Oui, c'est ça. S'il y a des sentiments qui entrent en ligne de compte. Parce qu'au fond, vous ne nous parlez pas de sentiments, depuis le début. C'est plus, on est dans la séduction et tout, mais vous n'êtes pas dans le sentiment. Si cette jeune femme est dans le sentiment, c'est plus embêtant. Et il y a Inès d'ailleurs qui va dans le sens de Brigitte qui dit si vous êtes tout le temps dans la séduction, même dans cette histoire-là, ça doit être dur. Elles disent parfois c'est pire que d'être trompé. Bon, enfin en tout cas, voilà des pistes. Vous nous racontez, c'est nouveau pour vous et comme vous dites, c'est ludique pour vous. Maintenant, elle a comme vous dites, elle a le loisir d'y mettre un terme. Pas forcément si elle pense qu'il y a autre chose derrière. Donc c'est là où je disais il y a une dimension très narcissique dans votre histoire et c'est quand même important de tenir compte de l'autre. Voilà ce que j'ai envie de vous dire aussi, Jean-Luc. Merci en tout cas de votre appel. Bon, écoutez, je vais faire le goujat rapidement. Alors, je vais essayer de passer à l'acte. Parce que je pense que c'est la conclusion. C'est la vôtre. C'est la mienne ? C'est la vôtre, oui. Bon, Caroline, je vous tiens au courant, je vous rappelle, et je vous fais un briefing. Je vous laisse libre de vos propos, mais apparemment ça vous arrange. Oh, d'accord. Bon, en tout cas, j'étais très content de découvrir votre émission. Bon, écoutez, j'en suis ravie. Merci. Une bonne continuation. Merci Jean-Luc. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Des petites réactions qui arrivent au 7 21 21 code de nuit suite au témoignage de Jean-Luc. Odile qui dit les hommes ne pensent qu'à ça. Quand ils n'y penseront plus, ce sera bien triste. Vous avez raison, ma chère Odile. Il y a également quelqu'un qui me dit ça c'est trop drôle. Alors si passer à l'acte c'était de goujat, j'en apprends vraiment tous les jours. C'est étrange. Oui, c'est assez juste aussi. Et on va maintenant accueillir Jérôme. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis déjà très contente de participer à l'émission. Je suis ravie de vous accueillir. On s'était parlé l'année dernière, je crois. Oui. À quel sujet ? Comment ? À quel sujet s'était-on parlé ? J'étais tombée amoureux d'une fille en formation que j'avais fait et on avait évoqué le sujet des codes amoureux pendant l'enfance et qui sont différents des codes amoureux en étant adulte. D'accord. Ah oui. Oui. Donc j'avais trouvé que pendant l'enfance c'était très très simple et nous, c'était
C'était plus compliqué à l'âge adulte. Quelqu'un qu'on appréciait ou qu'on voilà quoi. Je sais pas si vous en souvenez pas. C'est-à-dire que je me souviens plus. Là, c'est un petit peu abstrait. Souvent, je me souviens à travers plus de détails. Vous voyez, quand je rentre dans une histoire, c'est plus des détails dont je me souviens. Mais vous savez, en même temps, Jérôme, pour les enfants, quand vous les écoutez, ça paraît pas si simple parce que là, c'est la rentrée des classes, mais par exemple, les enfants vont avoir, ils rentrent de l'école en disant ils ont un amoureux, une amoureuse, et puis si c'est pas réciproque, ils ont de gros chagrins d'amour. Hein. C'est compliqué pour eux, et souvent, d'ailleurs, ça me permet de dire que les parents parfois minimisent cela en disant oh bon, et les enfants, et attendez, il s'agit pas de prendre ça non plus au tragique évidemment, mais c'est important de les écouter et d'en parler parce que ils font l'apprentissage du fait que oui, le sentiment amoureux il peut ne pas être partagé et c'est douloureux même quand on est petit. Les chagrins d'amour commencent très tôt. Mais oui, bien sûr, même quand on est tout petit et qu'on aime quelqu'un et que c'est pas partagé, ils le disent. Hein. Moi, j'ai choisi, je voulais cet amoureux, cette amoureuse, et puis lui, il en a pris une autre. Ça fait mal au cœur, même quand on est petit. Donc en fait, je voulais parler de. Je vais évoquer un petit peu, j'ai 35 ans, je voulais évoquer un petit peu, vraiment en 2 minutes, les sensations, les émotions que j'ai eues pendant ma vie, et qui sont assez négatives, puisque je n'arrive jamais à me retrouver dans un travail, à part pendant quelques années où j'étais bien, mais il y a eu l'armée qui m'a détruit, il y a eu plein de choses dans lesquelles je ne me suis pas du tout senti bien au niveau professionnel ou extra-professionnel. Et puis Cindy, avec laquelle je suis sorti, j'ai habité, etc. Il y a eu plusieurs filles, mais elle, dont j'étais très amoureux. La jeune femme, là, de la formation ? Non, c'était bien avant ça. En fait, et puis c'était mon idéal féminin, tout ça. Et puis j'ai été très, très déçu de David Cook, Ça a été quand même pas mal de déceptions. Et puis cette vie de consommation, société de consommation, qui me répugne quand même pas mal, quoi. Donc je suis quand même déçu par pas mal de choses dans cette vie, et puis donc j'espère que c'est pas par défaut ou par manque de conviction, de joie dans cette vie-là que je veux rentrer donc dans ce monastère à partir de jeudi, dans lequel j'ai passé 3 mois et demi de février à juin, je crois. Et D'accord. Puis, voilà. Donc vous avez passé 3 mois dans un monastère, vous avez fait une retraite, oui. Spirituelle, et puis, à l'origine, j'étais athée, voire anticlérical, il y a une quinzaine d'années, et puis ça, c'est grâce à ma famille, grâce à mes amis, grâce à une rencontre aussi, qui m'a fait progresser dans la foi et qui m'a fait m'accepter. En fait, ça m'apporte beaucoup de choses, mais je suis pas dans la bondieuserie, on va dire, quoi. Oui, c'est différent, la foi et la bondieuserie, hein. Voilà, ouais. De toute façon, hein, c'est très différent. Et votre famille, elle est, vous êtes issu d'un milieu catholique, oui, pratiquant. Ça dépend de beaucoup de gens. Beaucoup de gens dans ma famille. Ma mère m'a beaucoup aidée, elle est plutôt pratiquante, et puis mon frère qui a une approche complètement différente, qui n'est pas pratiquant, mais qui m'aide beaucoup à ce niveau-là, a un point de vue aussi totalement différent, mais quelque part, même il croit en Dieu. Et puis tout ça m'a amené en fait à réfléchir là-dessus, puisque tout ça c'est une question d'amour en fait. Et alors j'en ai reçu beaucoup, hein, mais dans les sensations, dans les émotions qui ont été super fortes. À l'origine, ma mère vient de la DAS et mon père a eu toute sa famille, donc à mon avis, j'ai ressenti beaucoup la souffrance de ma mère, etc. Donc tout ça. En fait, Dieu est une relation d'amour. Moi, en tout cas, ça m'apporte uniquement ça. Quoi. Ça vous apaise, vous y trouvez une certaine sérénité. Une certaine sérénité et puis comment dirais-je,
Je me sens pas du tout en sécurité dans cette société-là, en fait. Et le fait de... C'est très paradoxal ce que je veux dire, mais le fait d'être enfermé, hein, c'est péjoratif, ça peut paraître péjoratif, une très grande liberté. La vie en communauté que j'ai appréciée pendant les 3 mois et demi, même s'il y a eu des moments très très durs, il va falloir arrêter la cigarette, le portable, etc. D'ailleurs, certains pourront dire que c'est sectaire un petit peu, mais voilà, la vie monastique, c'est ça aussi, mais ça m'a apporté beaucoup de liberté et beaucoup de bien-être, ou de mieux-être dans la relation avec les autres. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas du tout la solitude, et puis voilà, et puis cette vision de la vie m'insupporte, je la déteste, quoi. Je veux dire, et puis la vie, métro, boulot, dodo, et puis la construction de la vie, etc. J'ai l'impression d'être et tout ça. Même si je recherche, j'ai toujours recherché ça, en fait, l'amour de quelqu'un, mais bon, je sais pas où je vais, en fait. Donc là, vous avez l'amour de Dieu, finalement, qui ne vous décevrait jamais. Non, c'est beaucoup plus lointain que ça, encore. Je veux dire, je le sens pas du tout comme ça, c'est plutôt dans la relation, dans la vie communautaire, et puis Dieu est encore très, très pour moi, et je me pose encore beaucoup de questions, même si ça peut pas être bizarre de rentrer. C'est normal que vous posiez des questions, d'ailleurs, puisque vous êtes au début de... Mais vous dites des choses très très fortes, hein, quand vous dites que vous ne vous sentez pas en sécurité dans cette société, et que finalement, paradoxalement, c'est un paradoxe, en vous sentant enfermé, puisque dans cette vie monastique, vous y avez trouvé une plus grande liberté intérieure, et qu'au fond... vous ne supportez pas la solitude, et que là, vous vous sentez plus seul en dehors, dans la société, là, dans la vie telle que vous l'avez menée jusqu'à présent, que dans ce lieu. Alors, il y a que pourtant austère. Mais j'ai passé 35 ans dans la vie. Voilà. C'est vrai que les 3 mois et demi, je vais vraiment dans l'inconnu, mais en tout cas... Voilà, bon, alors c'est ça, c'est-à-dire que c'était une retraite, J'ai prolongé, en fait, et puis j'ai fait ce qu'on appelle le stade de regardant, donc pour regarder la vie monastique à travers les prières et puis à travers les travails qu'il y avait à faire là-bas. Vous comprenez ? Je comprends. Et qu'est-ce qui fait que vous m'appelez ce soir, puisque finalement c'est que vous éprouvez le besoin d'en parler? Exactement. On m'a posé la même question tout à l'heure. Au standard, vous voulez dire? Non. Ah, non. Mon frère m'a posé la même question. Quel besoin tu ressens d'en parler? Eh bien... Mais même si je trouve ça, que vous en parliez. Mais je trouve ça très sain que vous en parliez. Moi, je trouve ça très sain et je trouve ça libérateur, en fait, d'en parler. Je sais, j'ai dit à mon frère que Caroline ne va pas me donner de réponse. Je cherche pas de réponse, je cherche simplement une écoute. Parce que ça, je peux pas en parler, en fait. J'en parle pas depuis... J'en parle pas, en fait, autour de nous. Vous n'en parlez pas? J'en parle, mais pas d'une façon libre, comme je peux en parler avec vous. Voilà, quoi. Et puis, en fait, il y a ça aussi, puisque les relations amoureuses, pour moi, sont comment je dirais ça, j'arrive pas à trouver le mot, sont inconsciemment ou consciemment à chaque fois détruites très rapidement. C'est que là-bas, bien que ce soit très apostolique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire des retraites, il y a beaucoup de gens bénévoles, etc. L'image du couple est détruite, en fait. Enfin, j'espère. Beaucoup. Pour moi, l'image du couple, pour moi, personnellement, est détruite. Donc, je ne veux plus être attiré vers des histoires qui se terminaient très mal et qui me faisaient souffrir à chaque fois. Même si je recherchais ces histoires-là, peut-être inconsciemment. C'est intéressant la façon dont vous exprimez les choses, Jérôme. L'image du couple détruite. En quoi, selon vous... Pour moi, le couple ne sera jamais... ce sera des petits moments de bonheur, mais qu'on paiera à chaque fois, quoi.
par la rupture. Et... Ça doit venir de loin, ça. Vous avez une idée de pourquoi vous avez une telle image du couple ? Je sais pas, mais disons que j'ai un ami aussi qui m'a dit que ce serait intéressant de chercher. Vous savez, je pense que ça vient de l'image que m'ont donné mes parents au départ, quoi. Puisque ma mère, je lui dis souvent, quand je lui ai dit à 8 ans, je ne ferai pas l'armée. Donc, je lui ai dit aussi à 8-10 ans, sépare-toi de papa parce qu'il ne te donne pas l'amour dont tu as besoin, en fait. Et maintenant, c'est vrai qu'ils sont toujours ensemble, mais ils partagent plus de sexualité. Il y a juste une amitié, une relation amicale. Et là, moi, je vois ça comme ça. En tout cas, elle m'en parle souvent. Elle se confiait beaucoup à vous, votre maman ? J'en ai besoin et c'est moi qui... j'admire ma mère et voilà. J'admire ma mère, elle va me manquer. C'est-à-dire que vous l'avez beaucoup soutenue parce que vous avez senti à quel point il y avait des manques dans sa vie. À mon avis, elle a fait des beaux enfants, donc je ne serais pas là autrement, mais elle aurait dû aller avec quelqu'un de la DAF, je pense. Avec quelqu'un de la DAF, qui était comme elle, qui l'aurait compris, je pense. Lui avait toute sa famille, et quand il y avait quelqu'un de sa famille qui venait, ça arrivait fréquemment, et donc il ne pouvait absolument, il ne peut toujours pas comprendre les lacunes, enfin le manque d'amour qu'elle a pu recevoir de sa mère qui l'a rejetée. Il l'a envoyée de famille d'accueil en famille d'accueil, et je sais qu'elle souffre toujours de ça. Oui. Et elle a un aspect, une vision très fataliste des choses. Je suis née comme ça, donc je dois vivre comme ça. Et je lui ai toujours dit, mais révolte-toi, tu ne dois pas accepter cette situation. Oui. Un peu comme vous, Jérôme. Ah, je suis à fleur de peau, révoltée. Un peu comme si, finalement, cette souffrance de votre mère qui a cette souffrance de l'abandon en elle-même, en elle plutôt, vous l'avez complètement parce que vous aimez votre mère par-dessus tout, et tout petit vous avez senti à quel point il y avait cette douleur en elle et à quel point vous avez voulu la protéger parce que vous l'aimiez. Au fond, vous l'avez repris à votre compte. Quand vous parlez de votre solitude, de cette société dans laquelle vous trouvez pas votre place, voyez, comme un peu parfois le discours qu'ont des enfants qui ont été abandonnés, et comme si là il y avait cet endroit où enfin vous auriez votre place. Mais par moments, on ne sait plus effectivement qui parle. Comme si votre histoire et celle de votre mère, elle était un peu indissociable. C'est pour ça que je veux partir. Loin de chez moi aussi. Oui, peut-être, oui. C'est un éloignement, oui. Mais vous avez dit aussi quelque chose d'important, ce qui montre que, et c'est pour ça que c'est important de parler, parce que vous dites, j'ai besoin de savoir si c'est un réel appel, s'il y a une réelle vocation, ou s'il n'y a pas quelque chose d'un mal-être, ou comme vous dites, j'ai été déçue par beaucoup de choses, j'ai été malheureux jusqu'à présent, il y a une souffrance, et où donc finalement là je retrouve une sécurité que jusqu'à présent vous n'avez pas trouvée. Ouais, une sécurité affective surtout, et puis voilà, parce que finalement vous pouvez très bien. Bon, je reçois des réactions pour vous. Il y a Christelle qui dit vous pouvez très bien trouver une spiritualité, même au-delà, vivre, être croyant et trouver l'amour dans la relation. Il y a First Lisa qui était au fond pendant cette retraite, vous étiez un peu comme dans un cocon à l'abri. Et il y a quelqu'un qui dit peur d'être abandonné, avec un point d'interrogation. Dieu est fidèle, oui, dans la croyance. Il y a Cathy qui dit une recherche d'absolu. Il y a Brigitte qui dit votre mère semble vous avoir légué son fatalisme douloureux.
Et puis c'est le subversif qui dit quand on a comme ça un idéal très très fort et qu'on a été un peu mal sevré de la fusion maternelle, on se condamne à chuter sans fin en enfer, c'est-à-dire à être toujours dans le fait que tout va être détruit, que tout va être mauvais, et à se couper un peu à se couper un peu de tout. Donc il suffit de voir les textes que j'écris. Je suis assez bon en écriture, enfin je suis assez bon. Oui. Voilà. Et les poèmes que j'écris sont toujours des... Oui, quel genre de poème? Des destructions. C'est des critiques sur la société, sur la non-compréhension de la consommation à tout va, sur le fric puissant, sur l'amour qui détruit toujours en fait. Puisque on voit, c'est surtout ça qui... Encore, je pourrais exister dans une société telle que celle-là s'il y avait un amour qui était pas fragile comme celui de maintenant. Quoique celui d'avant n'était pas tellement nul quand on sait que les gens restaient alors que ça n'allait pas forcément bien. Oui, parce que finalement, à l'image du couple de vos parents, et c'est là où les enfants sentent des choses, c'est-à-dire sentent au fond que y a pas forcément... ils sentent ce qui lie leurs parents. Alors, en même temps, vous dites qu'au fond, vos parents sont ensemble et qu'il y a de l'amitié entre eux, ce qui est important, qu'il y ait de l'amitié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lien de haine. Il y a des couples qui sont ensemble et ce qui les unit, c'est la haine parfois, où l'amour va se transformer en haine. Bon, il y a une incompréhension totale. D'accord. Alors, mais c'est vrai. Mais par rapport à ce que vous dites de la société de consommation, de l'argent roi, de tout ça, vous savez, on est nombreux à le penser, Jérôme, sans pour autant aller vivre dans un monastère. Vous savez, beaucoup de personnes, d'ailleurs, partent faire des retraites justement, peut-être pour se reconnecter à eux-mêmes, pour retrouver des valeurs. Il y a même des personnes agnostiques qui vont faire des retraites. Ce besoin de se reconnecter à d'autres valeurs que des valeurs matérielles. Vous n'êtes pas seul, heureusement, à penser cela. C'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où on fait plus, regardez, où les gens sortent plus pour consommer, pour faire des boutiques, pour que même tout ce qui est de l'ordre de la culture est mis de côté, où l'argent, n'en parlons pas, où effectivement c'est érigé en valeur suprême. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, et vous n'êtes pas isolé dans votre coin à penser cela. Alors, on peut penser individuellement, se sent petit et écrasé, à dire qu'on ne peut rien faire contre la marche du monde, mais il y a pour autant des moyens d'agir, de rejoindre, que ce soit à travers des associations, à travers des gestes. Vous savez, on dit ce sont les petits ruisseaux les petits ruisseaux qui forment les grandes rivières. Donc, mais je crois que vous, il y a un ensemble de choses qui ont fait que finalement, comme si l'amour ne pouvait pas exister. Vous voyez, avec cette image que même le couple, l'amour ne pouvait pas exister, si ce n'est dans la foi. Mais c'est pas bien sûr qu'il y a la foi, mais il y a aussi l'amour peut se manifester dans une autre relation, y compris dans la relation amoureuse. Alors c'est ce que je souhaite à beaucoup de personnes, en tout cas, à la majorité des personnes. Je souhaite à tout le monde de trouver l'amour dans le couple, et je suis persuadée qu'il existe. Moi, mais pour autant, oui. Pourquoi pensez-vous que pour vous c'est fichu? Vous vous rendez compte, vous avez 35 ans, Jérôme. C'est très jeune, très très jeune. Parce que je ressens beaucoup de... quand je vous parlais d'insécurité tout à l'heure, je me sens énormément agressée par cette société. Je vais pas dire que je peux plus regarder les infos, mais enfin la télé m'agresse aussi, les pubs, tout ça, c'est chaque seconde qui me... Vous vous sentez, à fleur de peau. À fleur de peau. Qu'est-ce que vous faisiez? Pendant les 2-3 ans où j'avais travaillé en entreprise, c'était une entreprise agroalimentaire où
voilà, c'était une usine en fait où j'avais trouvé un poste. Enfin non, j'avais commencé par tous les postes. Et puis voilà, où j'ai fini par être responsable d'une ligne de production. Et puis l'armée m'a tout... Enfin, je vais pas mettre l'armée responsable, mais enfin, je voulais pas... Oui, ben vous avez quand même dit ça vous a détruit. Peut-être parce qu'effectivement, il y avait cette sensibilité... Anti-militaire, ce que j'ai toujours eu. J'étais... Voilà, Pourquoi vous avez dit à 8 ans à votre mère, je ne ferai pas l'armée ? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? C'était... Parce que j'écoutais beaucoup... Enfin, j'avais un cousin qui était antimilitariste, qui avait fait l'armée, qui était extrêmement révolté par rapport à ça. J'étais extrêmement... Enfin, pas extrêmement, mais je l'appréciais beaucoup, je l'admirais quelque part. Et puis j'écoutais beaucoup Renaud, où il y avait le Déserteur à l'époque qui était sorti. Oui. Il m'a un peu bercé, Renaud, et puis je vois que maintenant... Et pourquoi vous avez fait l'armée alors ? J'ai tout fait pour ne pas la faire, mais... Enfin, j'ai tout fait, j'ai pas fait assez sans doute, mais voilà, j'ai été rebelle jusqu'au bout. Et puis après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement... J'appartenais à un réseau de... Enfin, un réseau, pas un réseau, mais un réseau de... Comment dire, aux réfractaires. Un réseau d'information, pas un réseau... c'est plus abstrait qu'autre chose. Mais en fait, voilà. Et puis quand l'armée s'est finie, j'avais plus de raison de me battre pour une idée ou pour un idéal, quoi, en fait. Donc c'est là où j'ai eu beaucoup de... Et mon frère est parti à ce moment-là. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de... Oui. Tout ça, c'est... Voilà, quoi. Mais... Enfin, je veux pas dire que... Mais de toute façon, qu'est-ce que je veux dire ? Donc là, vous partez jeudi, c'est ça Mercredi. Je pars mercredi et j'arrive... mercredi soir là-bas. D'accord, mercredi soir. Et alors là, comment ça se passe ? C'est-à-dire que là, vous n'êtes plus... concrètement, comment ça se passe ? En fait, c'est tout simplement les 3 mois et demi qui se sont passés, c'était le stade de regardant, voilà, comme je l'ai expliqué. Et puis là, c'est le premier stade de la vie monastique en tant que telle, c'est-à-dire donc il y a le postulat, dans ce monastère, il y a le postulat, il y a le noviciat, il y a les premiers vœux, je sais plus, mais en tout cas, en attendant les vœux jusqu'au vœu définitif, ça peut durer une dizaine d'années. On n'est pas du tout liés. Oui. Je dis ça parce que ça peut... Oui, je sais que c'est vraiment... enfin, je veux dire, les personnes qui les... Comment les... alors, c'est... Comment on appelle ? Ce ne sont pas des prêtres, ce sont des moines ? Non. Oui, les moines. Les moines veillent vraiment à faire en sorte que ça ne soit pas, comment dire, une fuite, qu'il n'y ait pas derrière des problèmes. Enfin, faire qu'il y ait un réel appel une fois. Comment ? Un réel appel, ouais. Voilà, c'est ça, qui sont en général très très prudents là-dessus. Donc vous trouverez, c'est un cheminement que vous allez faire. C'est un cheminement, mais c'est pas un emprisonnement, voilà. Non, j'ai bien compris. Il y a aussi il y a encore beaucoup de réactions. Il y a Cassandre qui dit finalement qui trouve votre témoignage très très intéressant. Elle dit je trouve ça bien d'en parler, justement, tomber dans le côté de faire bien la distinction entre religion et, comme vous avez dit, bondieuserie. Et puis il y a quelqu'un qui dit: en tant qu'agnostique, je rêve de faire une retraite spirituelle. Bravo pour votre démarche de se retirer de la société quelque temps. Si ce n'est que pour vous, ce n'est pas juste quelque temps. Alors il y a Ève, elle, c'est autre chose. Elle dit: mais reprenez la vie. Dieu a assez de travail. Aidez-le en vivant dans le présent sans vous construire une pseudo-famille. Et puis Cassandre dit: on se sent des milliers agressés, groupons-nous et demain ce sera peut-être mieux, l'union fait la force. Et oui, c'est le cas de le dire, demain Cassandre, elle va battre le pavé demain, je sens. Il y a Inès qui dit: oh, votre mère a dû sûrement avoir des moments de bonheur. Écrivez donc, l'incomplétude est humaine, y compris l'amour. On va accueillir Richard qui est avec nous au 3921. Bonsoir Richard. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Richard. Bonsoir. C'est comment
Jérôme. Jérôme, voilà, bonsoir Jérôme. Oui, donc j'ai tenté d'écouter avec beaucoup d'attention ce que disait Jérôme, et que moi-même j'ai passé une bonne partie de ma vie à faire des retraites spirituelles de manière intermittente, et ce qui m'a permis de couper un peu de la société, cette société un peu de consommation matérielle, et en passant une longue période retirée du monde m'a permis de faire un peu le point avec moi-même, de me reconnecter avec l'univers, ou avec Dieu, ou avec certaines forces. Parce que moi je suis de tradition, je suis de tradition bouddhiste, et donc j'ai passé beaucoup de temps retiré du monde, où j'ai pu faire un travail en profondeur avec moi-même, de pouvoir me relier avec moi-même, me reconnecter avec moi-même et me reconnecter avec l'univers, ce qui m'a permis ensuite d'être plus tolérant avec moi-même, et donc avec le monde. Et ça n'a pas été une fuite, c'était pas pour fuir la société, mais bien au contraire, pour me permettre de pouvoir mieux m'intégrer dans cette société, et mieux l'accepter, et ne plus la subir. Parce qu'avant j'étais victime, je me sentais victime de cette société. Maintenant je me sens plus disciple de cette société. Et c'est pour ça que je voulais apporter mon témoignage à ce niveau. Donc vous avez fait plusieurs retraites, mais alors actuellement je comprends pas bien. Vous êtes bouddhiste actuellement? Oui, je suis bouddhiste de tradition, et depuis 25 ans bouddhiste par conviction. Ah, d'accord. Bouddhiste de tradition. Oui, parce que j'ai des origines. J'ai des origines asiatiques. D'accord. Je suis eurasien. Oui, d'accord. Et maintenant, oui, c'est ça. Donc, ça vous a été transmis par vos origines, mais voilà, comme on peut avoir une religion transmise par sa famille, mais au fond, on est imprégné sans être forcément convaincu. Et maintenant, et qu'est-ce que vous auriez envie de dire, alors justement, peut-être après avoir entendu Jérôme? Ce que j'ai envie de dire, à quel niveau? À Jérôme, peut-être après l'avoir entendu, au-delà de votre expérience personnelle. Ce que je voulais lui dire, c'est vrai que quand on poursuit un cheminement spirituel, il faut aller il faut vraiment aller faire ce cheminement, et que en même temps dans ce cheminement, il faut vraiment être bien entouré de bonnes personnes, parce qu'on peut très bien se perdre sur la voie, parce que la voie est très longue. Et le chemin est très long, et souvent il est sinueux, et il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin, et il est toujours intéressant de pouvoir d'être bien entouré de personnes qui ont une solide expérience, pour éviter tous ces mauvais ces obstacles qui peut arriver sur le chemin. Merci Richard de votre témoignage. On a également des réactions qui arrivent. Yacinda, on voit un petit courriel pour dire: je suis croyante et je comprends le besoin de Jérôme de partir. On a tellement d'images négatives chaque jour de la société. Dieu écoute et peut nous envoyer des signes, mais les questions qui touchent la famille, il faut faire la démarche seul, fouiller dans le passé. Une psychanalyse peut aider. Pour l'amour, il faut toujours garder espoir. C'est ce que dit Brigitte, qui dit: peut-être mélangez-vous votre mal-être dans cette société bien compréhensible et un rejet du couple, mais vous savez Jérôme, il existe des amours profondes et harmonieuses. Vincent dit: vous avez dit c'est pour cela que je veux partir, en parlant de tout ce qui s'était passé aussi dans votre famille, la société. Peut-être avez-vous inconsciemment besoin de prendre aussi des distances avec votre mère, même si vous l'aimez beaucoup, pour vivre votre vie et vous retrouver. C'est ce que pense aussi David. Et puis Salomon dit: même si ça a été difficile avec votre père, vous cherchez peut-être un rapprochement avec le père, et en vous rapprochant de lui, vous recolleriez peut-être à vous-même, à votre histoire. Bon, c'est en tout cas, vous avez inspiré beaucoup
beaucoup de témoignages. Moi, je crois que quand Richard disait l'important c'est d'être bien entouré, vous allez l'être dans cette communauté, puisque vous le dites, c'est-à-dire que c'est important ils font la distinction entre le fait d'avoir un véritable appel et de sentir que parfois c'est plus des questions existentielles. Je cherchais, mais le livre ne me revient pas. Quand je faisais une émission l'après-midi, j'avais reçu un homme que j'avais trouvé son histoire particulièrement bouleversante, qui alors avait fait la démarche inverse à la vôtre, puisque lui avait vécu plusieurs, mais vraiment plus de 15 ou 20 ans dans un monastère. Et puis, il avait... c'était une femme qui lui avait écrit, il lui avait fait parvenir une lettre qu'il avait, une jeune femme qu'il connaissait de son adolescence. Et il se rendait compte, en fait, qu'il était en train de tomber amoureux d'elle. Et ça avait été un énorme cas de conscience pour lui. Il en avait parlé au supérieur de la communauté. Et il avait décidé de rompre ses vœux, enfin. Et depuis, il était marié et il avait eu, je crois, 2 ou 3 enfants, et il était très bien dans sa vie, tout en restant évidemment, très croyant. Et il avait écrit son parcours dans un livre. C'est un très très beau livre et une belle rencontre. Si jamais je le retrouve, je vous en ferai part, parce que c'est un beau livre à emporter. Je suppose que vous pourrez pas être la radio dans votre monastère, Jérôme. Si? Ah, ça fera un lien alors. Alors écoutez, avec plaisir. Je vous embrasse. En tout cas, merci beaucoup Caroline, infiniment, et à tous les auditeurs aussi. Merci Jérôme, et alors écoutez, on vous souhaite plein de belles choses. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur en appelant le 39 21, et vous pouvez à tout moment réagir aux propos qui sont tenus à l'antenne en composant ce même numéro, en envoyant des messages au 7 21 21 code nuit, ou par courriel sur le site europe1.fr, puis libre antenne. Des messages justement qui arrivent pour Jérôme, qui veut entrer dans un monastère. Coquillette de Lyon dit Jérôme peut aussi trouver nombre de réponses dans la philosophie. Manu dit j'ai connu la vie monastique lors de pèlerinages. Jérôme devrait peut-être davantage voyager, se rapprocher du calme de la nature. Et puis Tony dit après tout Jérôme a raison, se mettre à part pour rechercher Dieu et les choses spirituelles qui manquent à l'homme moderne plus que jamais. On va passer un petit peu de musique et puis nous accueillerons Claire. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute. C'est formidable, vraiment. Merci à Claude. Je sais que je peux compter sur vous chaque fois. Je parlais de ce livre de ce monsieur que j'avais reçu dans une émission qui avait vécu dans un monastère, et en fait je disais, c'est ça, je me souviens que il était sorti par amour pour une femme, et alors c'était Claude a retrouvé les coordonnées du livre et a appelé le 39 21. Merci infiniment à vous. Ça s'appelle Défense à Dieu d'entrée, et donc c'est Didier Long, L-O-N-G, Didier Long, Défense à Dieu d'entrée, et c'est aux éditions de Noël. Et alors en fait, oui, cette jeune femme, il y avait eu une histoire avec un amour d'enfance d'adolescence qu'il avait terriblement meurtri, mais
mais non, cette jeune femme, c'est une journaliste qu'il a rencontrée à l'occasion d'un reportage sur le monastère et qui est devenue son épouse aujourd'hui. Donc c'est un très beau livre, écrit avec beaucoup de sincérité, et je me souviens d'une très belle rencontre. Bonsoir Claire. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie de prendre mon appel. Je vous en prie. Et je tiens à vous témoigner toute mon affection. Merci. Je vous écoute tous les soirs. Merci beaucoup. Alors, ce qui m'arrive, c'est que en 2004, j'ai vécu un avortement qui m'a perturbée, qui m'a détruite. Vous m'entendez, Caroline ? Oui, très bien. Et donc là-dessus, pour oublier cette douleur insupportable, quoi, je suis allée dans les clubs libertins. Et je suis nymphomane, en fait. Mais j'ai du mal à comprendre le passage de votre avortement au club libertin, c'est-à-dire comment ça s'est effectué, comment vous vous êtes pas dit, vous avez comment ça s'est fait? C'était pour me culpabiliser, en fait, d'avoir avorté. Oui, mais enfin, comment vous est venu, parce que c'est une drôle de façon de franchir la porte d'un club libertin. Qui vous en avez parlé? Comment ça s'est fait, la démarche? C'est quand même particulier. Un homme marié, en fait. Mais cet avortement qui s'est passé, donc vous étiez à ce moment-là avec qui? Vous étiez enceinte, vous étiez avec cet homme? J'étais avec cet homme, oui. Mm-hmm. Pourtant, on avait fait avec un préservatif. Et le préservatif a craqué. A craqué, voilà. Mm-hmm. Donc, mais il vous avait proposé auparavant, comment ça s'est passé, d'aller déjà dans des clubs libertins ou Oui, il m'a dit initié, oui. Il vous avait déjà initié auparavant? Oui. Donc vous y alliez auparavant déjà? Auparavant, oui. Avant cet avortement. En fait. Comment? En fait, pour me détruire. Donc avant cet avortement? Oui. Mais pourquoi dites-vous que vous y allez pour vous détruire? Parce que j'ai une maladie, on en a discuté déjà, Caroline, on a abordé... Oui, je reconnais votre voix, oui. Oui, je suis maniaco-dépressive bipolaire. Mm-hmm. Donc j'ai besoin de me détruire. Oui, enfin, c'est pas... on n'est pas forcément dans la destruction quand on souffre de troubles bipolaires. Moi, je suis tout à fait... du matin où je me lève ou le soir où je me couche, quoi, je suis tout à fait... mais c'est-à-dire que... Mal tout le temps, quoi. Mais mal, c'est-à-dire dans des... vous êtes dans des accès plutôt maniaques? Oui, voilà, tout à fait, oui. Ça, d'accord. C'est lors de vos accès maniaques. Et vous avez des accès dépressifs? Oui, aussi, oui, dépressifs, oui. Oui, mais dans vos accès dépressifs, j'imagine que là, vous n'avez pas l'énergie de... Non, là, je me calme. Là, là, vous êtes plutôt... J'ai plus de libido, quoi, en fait. Vous n'avez plus de libido, là. Non, c'est lors de vos accès maniaques que vous avez une libido très exacerbée. Oui. C'est ça. Mm-hmm. Voilà. Oui, ça, c'est assez fréquent. Oui. Oui. Et vous en parlez, vous êtes donc suivi par... Je suis suivie par une psychiatre, oui. Oui. Oui, je lui en parle, oui, bien sûr, oui. Oui, vous en parlez avec elle, oui. Vous l'abordez. Non, je vous pose la question parce que vous pourriez ne pas oser l'aborder avec elle, puisque vous la voyez en face à face. Oui. Donc vous... Non, mais je fais un transfert, en fait, avec elle, en plus, donc ça va loin. Tant mieux. Tant mieux. C'est finalement, dans une bonne thérapie, c'est mieux qu'il y ait un transfert. Oui. Oui. Mm-hmm. Un transfert de quel type? Je l'aime beaucoup. Je suis attachée à elle. Eh bien,
c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Ben j'espère, hein, mais j'ai un traitement assez lourd quand même. Hein. Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, elle, par rapport à cela? Ben, elle me dit que c'est pas illicite, que si vraiment j'ai besoin d'assouvir mes envies sexuelles, quoi. Il y a pas de, enfin c'est pas interdit, quoi. Exactement. Vous ne faites de mal à personne, et après tout, quand vous dites vous détruire, bon, vous ne vous détruisez pas. C'est pas comme si vous preniez de la drogue ou vous voyez, vous ne vous faites pas non plus. Oui, mais aussi, Caroline, je suis bisexuelle et je pratique le SM en plus. Mm-hmm. Ouais. Pas total, hein. Oui, mais dans ces moments où vous avez, comme vous dites, une libido très exacerbée, quand vous êtes comme ça dans ces phases un peu maniaques. Pour vous, c'est pas inquiétant? Bah, écoutez, c'est une façon comme une autre. Il peut y avoir, je vous dis, dans ces phases-là, autant dans les phases dépressives, il y a plus, la libido est complètement en état de veille, autant dans les phases maniaques, oui, ça peut être complètement accéléré. Alors chez vous, ça correspond aussi certainement à votre fantasmatique. Après, j'ai l'impression que vous culpabilisez surtout quand après, pas sur le moment. Oui. C'est après quand vous revenez, quand vous sortez un petit peu, vous vous dites voilà, qu'est-ce que j'ai fait. Mais comme vous dit votre psychiatre, vous ne faites rien d'illégal, hein. Oui. C'est une sexualité entre adultes consentants. Ah oui, tout à fait, oui. Bon, et librement, voyez, consentie, ou dans un cadre où, on n'abuse pas de vous. Non, voilà. Maintenant, par rapport à cet avortement aussi, je pense que là il y a des choses aussi à travailler dont vous pouvez parler avec elle. Et puis vous faites le lien, il y a des choses qui ont été mal vécues, mais je pense qu'aussi vous le rattachez à cela, mais il y a aussi de par cette bipolarité des pulsions sexuelles qui à ce moment-là sont très intenses. Alors vous avez raison de dire que dans la sexualité, il y a des pulsions de vie et des pulsions de mort, et que le but c'est de pas non plus vous abîmer en ayant que ça porte atteinte à l'estime que vous avez de vous-même. Je me suis fait avorter parce que en fait je pouvais pas garder ce bébé parce que déjà c'était avec un homme marié. Et vu ma pathologie psychiatrique, ma psychiatre m'a conseillé d'avorter en fait. Oui, mais on en avait parlé ensemble de ça déjà, et où en fait finalement où on en avait un peu parlé ensemble, Claire, où c'est quand même finalement vous m'avez dit c'était votre décision, parce que votre psychiatre vous m'avez dit c'est pas elle qui vous a dit une telle décision relève et vraiment de l'intime, et personne ne pouvez vous dire gardez cette grossesse ou au contraire interrompez-la. Donc tel que vous formulez les choses, je me souviens de votre premier appel, on pouvait avoir l'impression que c'était votre psychiatre qui vous conseillait d'interrompre la grossesse. C'était peut-être parce que vous m'aviez dit que vous vous sentiez à ce moment-là très très mal en étant enceinte. Ça avait accentué vos troubles, vous aviez même envie de mettre fin à vos jours. Oui. C'est ça, je me souviens de vous. Voilà. Donc dans ces cas-là, évidemment, vous étiez tellement mal. Donc c'était dans ce contexte-là. Parce que vous savez, Caroline, j'ai essayé le stérilet et la pilule, ça n'a pas marché, et donc il a fallu me faire ligaturer les trompes. Oui. Oui. Mais j'en souffre vous encore. Oui, vous en souffrez. Oui. Vous n'avez pas d'enfant? Non, je n'ai pas d'enfant, non.
Et si je vous dis que j'ai des montées de lait. Oui. Mon gynécologue m'a dit que je faisais une grossesse nerveuse. Oui. Oui. Quand ma sœur a eu son bébé, pendant 9 mois, j'ai pas eu les règles, moi. Oui. Et vous êtes toujours... oui, c'est ça, vous êtes toujours avec cet homme marié. Ah non, c'est fini. Non, c'est fini avec lui. Non, c'est fini. Oui. Et là, vous n'avez pas de compagnon Si, j'ai un ami, oui. 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 Et ça se passe comment avec lui? Ça se passe très bien, qui m'épaule beaucoup. D'accord, c'est important ça. Oui, parce qu'on est dans la même souffrance en fait. Vous voulez dire qu'il souffre de troubles bipolaires? Non, c'est pas ça, mais je sais pas comment vous expliquer. Il a des problèmes. Oui. Et il vous comprend. Voilà, c'est ça, on se comprend. Vous vous comprenez? Oui, on se comprend. Oui. Et est-ce qu'il serait possible, Caroline, que je laisse mon téléphone standard? Pour quelle raison? Pour que des auditeurs m'appellent. Je pense, Claire, on en a parlé hors antenne. Vous en avez parlé hors antenne, que ça ne serait pas prudent. Non. Parce qu'étant donné ce que vous venez d'évoquer, la façon dont vous vivez votre sexualité, on ne peut pas nous faire une sélection des appels que nous allons recevoir. Et vous pourriez évidemment avoir des appels d'auditeurs ou d'auditrices qui voudraient parler par rapport à ce que de bipolarité et autres, mais vous pourriez aussi recevoir des appels de personnes qui avanceraient masquées et qui pourraient être abusées de moi, quoi, en fait, de ma fragilité. Oui. Oui. Voilà, donc je pense que ce n'est pas raisonnable et vous en avez parlé d'ailleurs, hein. Donc voilà, donc on vous l'avait dit, Claire. Voilà, je pense que il faut par moment aussi savoir un peu mettre des limites là, parce que on ne garantit pas ce qui se passe hors antenne. D'accord, Caroline. Voilà. On essaye à l'antenne déjà, c'est compliqué parfois en direct, hein, parce que c'est du direct et bon, c'est. Mais alors hors antenne, on ne peut pas du tout garantir ce qui se passe. D'accord. Continuez. En tout cas, dites-vous, vous avez conscience que par moments c'est compliqué. Il y a cette image de vous et vous avez raison de continuer à travailler avec votre psychiatre pour que ça ne porte pas trop atteinte à l'image que vous avez de vous-même, à cette estime de vous-même. Mais bon, en même temps, ce que vous faites, encore une fois, c'est entre adultes consentants. Vous ne faites de mal à personne. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas que ça vous abîme trop, vous. Voilà, donc c'est important que vous puissiez continuer à lui en parler de façon à ce que vous ne le viviez pas comme une destruction. D'accord. D'accord ? D'accord, Caroline. Merci, Claire, de votre confiance. Je vous remercie. Je vous fais un gros bisou. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir, Claire. Au revoir, Caroline. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Quelqu'un me dit par SMS, on n'a pas le droit de juger une dépendance quelle qu'elle soit. Ne vous sentez pas coupable, Claire, il faut travailler sur cette problématique de la dépendance. Nico dit une amie en état de dépression a également une libido exacerbée, plusieurs partenaires, son antidépresseur à elle. Jackie dit le SM m'a permis de trouver un équilibre après avoir accepté ma bisexualité. Il ne faut pas se cacher et pas en avoir honte. Prune dit oui, mais vous vous abîmez. Et puis le subversif dit ces passages à l'acte continus et mal assumés ne cessent pas d'ajouter à l'autodépréciation. N'entraînerait-il pas un déséquilibre d'autant moins stabilisable? C'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'on entendait bien chez Claire ce besoin d'être rassurée sur le fait que elle ne commettait pas des choses graves, et en même temps on avait le sentiment en l'écoutant que
c'était pas quelque chose qu'elle maîtrisait totalement et que c'était mal vécu après, qu'il y avait une très forte culpabilité et que ça portait un peu plus atteinte à l'image qu'elle avait d'elle-même. Donc à la fois un besoin d'être rassurée sur le fait que elle ne, voilà, il y avait c'était une sexualité entre adultes consentants, mais consentants jusqu'à quel point? Parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose en elle qui s'abîmait et qui a besoin d'être restauré. Donc il y a lieu, et j'espère que c'est ce qui est fait avec la thérapeute. C'est-à-dire, je pense, tout un travail de restauration de son image. Bonsoir Nicole. Bonsoir Caroline. Bonsoir. D'abord, merci de me prendre à l'antenne. Oui, je vous en prie. Et je voudrais m'excuser un petit peu parce que je crois que mon sujet sera beaucoup plus léger. Mais pourquoi vous excuser? Au contraire, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien alors je vous raconte, je vais essayer d'être assez concise. Voilà, j'ai un peu plus de 60 ans. Oui. Et j'ai rencontré un monsieur au mois de février qui a juste un petit peu plus de 70 ans. Oui. Qui fait un amour du 3e âge parce que nous nous sommes rencontrés sur un coup de foudre. Réciproque, bien entendu. Oui. Et nous sommes veufs tous les deux depuis de longues années. Nous ne pensions ni l'un ni l'autre rencontrer encore une fois quelqu'un. De quelle façon? De quelle façon? Eh bien voilà, parce que c'est important que je vous le dise. Je vais vous pas donner les détails parce que peut-être. D'accord, oui, à l'antenne. Nous étions ensemble. Au milieu d'une vingtaine de copains dans une sortie d'une semaine. Oui. Voilà. Et le coup de foudre a été tout à fait immédiat, et nous nous sommes comportés tout à fait bien, et personne n'a rien vu pendant toute la semaine. Personne ne s'est rendu compte que... Personne ne s'est rendu compte. Oui, parce nous étions tous des retraités. Je pense que nous avons été évidemment très discrets. Donc personne ne s'est rendu compte. Vous avez dû être très discret, parce qu'en général, un coup de foudre, ça a du mal à se... ça nous a un petit peu étonnés, mais bon, apparemment, nous n'avons eu aucune retombée de personne. Et alors après, vos amis ont dit petit cachotier? Voilà, aussitôt le retour, il m'a contacté. Nous nous sommes revus et nous avons une très jolie histoire depuis donc le début de l'année. Oui. Mais alors voilà, nous ne vivons pas l'un chez l'autre et nous nous voyons le plus souvent chez moi, où il vient régulièrement, mettons une fois ou deux par semaine, et puis il reste jusqu'au lendemain et nous vaquons tous les deux à nos occupations et nous voyons nos amis. Alors nous avons des groupes d'amis, alors un groupe d'amis en commun et nous avons des amis particuliers. Oui. Alors de mon côté, je n'ai eu aucune difficulté à faire part de cette relation à mes amis qui en étaient ravis. Oui. Mais lui, et c'est là où est mon problème parce que je suis en interrogation, lui ne parvient pas à informer son groupe d'amis, ses groupes d'amis, et nos amis collectifs ne sont pas non plus au courant. Et il a ce que j'interprète moi comme une peur de le dire, comme je suis sévère entre guillemets, mais parce que je pense que c'est ça, mais peut-être que vous allez me contredire. Je pense qu'il a comme un manque, il le dit d'ailleurs, comme un manque de courage. Ce sont des gens qui le connaissent depuis presque 15 ans qu'il est seul, qui l'ont épaulé. Donc est-ce que c'est ça la seule explication? Disons que je me torture un peu l'esprit parce que je voudrais que ce soit juste un petit peu plus clair entre nous, ou juste un peu plus dit. Mm-hmm. Vous comprenez? Oui. Et alors, mon interprétation, peut-être qu'elle est mauvaise. J'avoue que je ne comprends plus. Et nous allons devoir bientôt repenser à une sortie en commun. Et je crois que s'il ne dit rien, bien, je n'irai pas, parce que je ne veux pas faire une comédie, un semblant. Vos amis communs ne sont pas au courant de votre relation, donc vous, ça vous empêche de pouvoir leur dire?
Eh bien, oui. Vous l'avez dit à vos amis personnels, mais vous n'avez pas pu... Mes amis personnels le savent, parce que je ne sais pas mentir, je ne sais pas... Oui, bien sûr, puis ce sont vos amis, vous n'allez pas... Mais lui, si vous voulez, comme il n'y tient pas, je respecte absolument ce qu'il veut. Je comprends, oui, pour le moment, oui, vous... Voilà. Et alors, je me dis, est-ce qu'il faut continuer comme ça ? Il n'y a pas de fausse note, aucune fausse note. Mais, alors, nous avons, à nous deux, 7 enfants. De mon côté, 2 sont au courant. De son côté, son fils est au courant. Vaguement, par une photo de moi, il a dit qu'il avait une amie, mais c'est tout. Voilà. Je ne les connais pas et il ne connaît pas les miens non plus. Donc, c'est certainement, il y a quelque chose qui n'est pas assumé par rapport à son veuvage, à sa relation passée, ou c'est toutes ces personnes. Ne pense pas. Son veuvage non, ça, il me. Non, mais par rapport au fait que ces personnes, vous m'avez dit, l'ont soutenu depuis 15 ans qu'il est seul. Voilà. Non, je veux pas dire par rapport à vous. Par rapport au fait que ces personnes l'ont connu avec. C'est-à-dire ces personnes l'ont connu quand il était encore en couple. Et voilà. Voilà. Et donc maintenant, depuis de longues années, je vous dis pas le chiffre parce que finalement, on reconnaîtrait peut-être. Ça fait plus de 10 ans qu'il les voit régulièrement et qu'il fait partie de leur vie sociale, en fait. Oui, donc il y a quelque chose qu'il ne parvient pas à assumer. Alors voilà, il y a quelque chose qu'il ne parvient pas à assumer. De finalement dire, je peux de nouveau être heureux en couple. Voilà. Et ça, j'ai l'impression, et je lui ai dit il y a très peu de jours que peut-être la solution passait par une séparation, finalement. Oh, quel dommage. Mais oui, je crois que franchement, ça serait très vous dommage. n'allez pas vous priver d'une belle histoire d'amour, Nicole. Je suis très contente que vous me disiez ça, parce que c'est ce que me disent mes amis. Mais j'avoue que si vous voulez, mon caractère fait que j'ai été mariée pendant 40 ans, très heureuse, et j'ai porté mon mari jusqu'à la fin. Et cette histoire un peu cachée, un peu ne me correspond pas vraiment. C'est comme si ça reste votre amant. Les amants, ça se cache, Nicole. Si ce n'était que ça, à la rigueur, je l'assume à l'âge que j'ai quand même, ça je l'assume. Mais c'est plutôt que j'aimerais que ce soit sans qu'on soit tout le temps ensemble, qu'on fasse tout. Alors, j'ai des réactions qui arrivent déjà pour vous. Oui. Il y a des réactions de femmes. Angie, elle dit, je vis la même chose et je me pose les mêmes questions. Bon. Et des réactions d'hommes. Sergio qui me dit, écoutez, ça fait du bien de vous entendre, Nicole. Alors déjà, il n'y a pas lieu de culpabiliser d'entendre, dire ça fait du bien, vraiment. Les amis ne sont pas au courant, et alors, ce qui compte, c'est vous et votre histoire d'amour. Le subversif qui dit, qu'importe qu'on sache que votre amour, pourvu que vous aimiez, ma chère. Oui, et j'aime. J'ose le dire. J'en ai même parlé à mon jeune médecin en lui demandant de ne pas rire. Et alors, il a pris ça très bien. Qu'est-ce qu'il a dit, votre médecin ? Pas. Il m'a dit parce que j'ai perdu 7 kilos consécutivement à cette rencontre, tellement ça m'a changé la vie et le mental. Oui. Et donc je suis allée le voir parce que quand même, je savais que ça correspondait, si vous voulez, mais j'étais quand même un petit peu inquiète. Et il m'a dit, mais il faut garder ça. Il m'a dit surtout, faites attention de pas vous faire bouffer, pardon de l'expression, mais par la société, par les uns, par les autres, par-ci, par-là. Et comment ? Voilà. Vous privez d'une belle histoire. Mais si vous voulez, vous voyez pourquoi je vous ai téléphoné. Alors, il y a Prune qui dit dédramatiser, parlez-lui peut-être de votre inquiétude. Elle dit, a-t-il peur d'être mal jugé ? Parce que c'est ça aussi, le regard des autres, au fond. Est-ce que, qui n'est pas toujours bienveillant. Il y a aussi le mien, pardon. Et je me demande si je ne vais pas arriver à me dire, mais est-ce que j'ai vraiment quelqu'un en face de moi qui est un homme, à l'âge qu'il a, est-ce qu'il a le courage, est-ce qu'il est pas, est-ce qu'il manque pas une dimension, parce qu'il est absolument super. Je sais pas si c'est un peu de peur et peut-être un peu de, vous savez, il y a une espèce de souvent de fidélité. Alors je dis pas, vous le dites, il est très épris de vous, mais les hommes par rapport à ce qui a été construit, à la vie, c'est pour ça que souvent les hommes ont plus de mal, par exemple, à divorcer.
Oui. Non pas parce que forcément ils sont toujours plus attachés à leur femme, mais à ce qu'ils ont construit, c'est-à-dire tout ce qui va avec la vie de couple, la vie de famille, donc leur position, la situation sociale, l'environnement familial, amical. Sociale, je vous dis pas, mais elle y est. Il a une situation voilà. Donc quand Prune, et... par exemple, dit est-ce qu'il a peur d'être mal jugé, c'est-à-dire tout cet environnement, ce qu'on va penser de lui, ces gens, ses amis qui l'ont épaulé, de mais dire. Voyez, ça, je le comprendrais s'il avait, par exemple, une minette de 30 ans. Ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Et oui, mais vous savez, malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas toujours bienveillants. Oui, ça, et qui peuvent être envieux. Qui peuvent être envieux parce que parfois il y a des couples comme ça où c'est pas toujours la fête dans leur couple, et de voir un couple qui est heureux, qui s'aime comme ça, ça peut susciter des jalousies, ça peut ce qui est pas forcément le cas, parce que ça se trouve vos amis vont se réjouir mais il peut avoir peur un peu de tout ça. Les se sont très sincèrement réjouis, hein. Mais tant mieux, ce sont de véritables amis. Oui. Mais je pense que ce sont plus des peurs qu'autre chose. Et alors, est-ce qu'il faut le bousculer ou pas le bousculer? Ah, ça. Comment vous avez, quand vous lui en parlez, comment réagit-il? Eh ben, il me dit, sa grande phrase, c'est oui, je vais le faire, et je vais en parler, mais il faut prendre le temps, voilà. Il a une grande notion du temps. Alors moi, et pas la même que vous. Oui, mais je lui ai dit, tu sais, à l'âge que nous avons, le temps, nous n'en avons peut-être plus beaucoup. Oh non, lui dites pas ça. Mais je lui ai dit parce que je l'ai pensé. Et qu'on peut pas. Non, Nicole, vous avez du temps. Attendez, ça c'est un peu angoissant, ça. Oui, parce que vous n'êtes pas. Attendez, vous n'êtes pas âgé. C'est pas là. Non, mais voilà, malheureusement, l'un et l'autre, on a perdu des conjoints relativement jeunes. Hein. Oui, mais ça c'est un peu angoissant quand même, ce que vous lui dites. Bon. C'est ce que dit Brigitte. Peut-être a-t-il, lui, besoin de plus de temps. Il y a Osiris qui dit, allez, l'amour ne se discute pas, il se vit, alors vivez. Oui. Il y a Norma qui dit, oui, vous avez besoin d'être connu et reconnu. Et c'est bien, ajoute Norma. Mais pas de mariage, je vous le dis comme ça pour les auditeurs, il n'y aura pas de mariage. Donc, vous voyez, reconnu... Non, mais reconnu, je comprends ce que veut dire Norma. C'est-à-dire reconnu par les gens que vous aimez, le besoin de présenter, de pas vivre une relation cachée. Voilà. Ah, vous connaissez parfois le vieil adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Oui, bien sûr. Il a du bon souvent. Oui. Non, mais cela dit, je comprends qu'avec votre groupe d'amis, faites-en un jeu un peu entre vous au départ, pour que ça soit un peu supportable pour vous. Quand je disais en plaisantant, mais en disant pour le moment c'est votre amant, c'est-à-dire que dans ce groupe d'amis, comme si c'était pour essayer de rendre la chose un peu supportable pour vous, c'est-à-dire vous restez dans ce côté un peu. Et puis peut-être que vos amis ne vont pas être dupes et qu'il va y avoir, en général, il y en a toujours un, ils ont peut-être jusque-là la délicatesse de ne rien dire, mais à mon avis, il va y avoir des regards, certains gestes qui ne trompent pas, vous savez, ou alors ils sont pas très observateurs. Même de n'avoir pas encore eu de retombées. Ils sont peut-être très délicats. Phrases, vous savez. Oui, ils ont peut-être été jusqu'à présent très délicats, mais oui, à mon avis, il doit y avoir des regards, des choses comme ça qui ne trompent pas. Écoutez, je suis ravie de vous avoir appelé. J'ai beaucoup hésité parce que mon sujet me paraissait bien léger, et puis je suis très contente parce que je me disais que peut-être il y aurait de la déception avec cet homme que je trouve parfait en tout point, quoi. Écoutez, si vous le trouvez parfait pour vous en tout point, ça serait vraiment dommage de... Oui. Vous voyez, j'ai eu cette chance-là, Caroline, d'avoir un mari exceptionnel pendant 38 ans. Et je crois que j'ai refait la connaissance d'un garçon exceptionnel. Alors vous vous rendez compte, comme vous dites, c'est une chance. Ah oui, mais ça, je l'apprécie. C'est une chance merveilleuse de rencontrer quelqu'un avec qui vous avez autant d'affinité, puis de nouveau un coup de foudre et d'être amoureuse, de sentir comme ça. C'est de l'ordre. Oui. Ah oui, c'est. Oui. Je sais, des gens courent après toute une vie quelquefois, et puis j'ai eu 2 hommes dans ma vie et 2 fois sur un coup de foudre.
Oui, donc bon, il y a d'ailleurs Nejout qui nous envoie un petit courriel pour dire voilà une belle histoire d'amour qui me fait rêver. L'espoir est donc permis. Merci pour ce témoignage, pour le Nicole. Petit jeune homme qui était avant. Bien sûr que c'est vrai que l'amour ça existe. Et voyez. Jérôme. Voilà, oui. Jérôme, oui. Absolument. Alors, justement, à propos du temps, vous dites, oh là là, à nos âges, on n'a peut-être plus le temps. Et le subversif, je trouve très justement, dit, allons Nicole, vous avez précisément le temps de ne plus être pressé ni par la société, ni par la morale, ni par rien d'autre que par les battements du cœur. Oh, que c'est joli. Ouais, que je suis heureuse de vous avoir appelé, mais vous n'imaginez pas à quel point. C'est très joliment dit parce que je trouve que justement dans ces amours-là, comme ça, qui arrivent à ce moment-là de la vie, il a tout résumé. Il n'y a pas cette pression sociale où on est dans la période de la construction. Vous avez dit pas de mariage, où il y a la famille. Alors, quand est-ce que vous mariez, vous mettez en couple, et quand est-ce que vous faites des enfants, et quand est-ce il y a cette notion. Alors oui, le temps. Vous dites oui, mais bon, on est déjà. Il y a le temps. Vous avez été angoissé. Évidemment, il y a cette angoisse parce que vous avez perdu l'un et l'autre vos conjoints. Hein, donc elle est compréhensible. Oui, on mais a connu beaucoup tout de souffrances l'un et l'autre, oui, mais tout est résumé. Il y a pas, ça échappe à la morale, ça échappe à tout ça. C'est voilà, juste les battements du cœur, comme le subversif le dit très bien. Il y a Violaine qui dit quel plaisir de vous entendre. Saisissez votre chance. Pour lui, c'est comme une demande en mariage. Peut-être se culpabilise-t-il. Quelqu'un dit il y a peut-être une culpabilité vis-à-vis de son ancienne vie. Reconnaître cette relation vis-à-vis des autres, c'est comme une nouvelle page qui l'effraie encore un petit peu. Et c'était Marie-Claude qui disait, j'avais dit Norma, vous avez peut-être besoin d'être connue et reconnue. Elle disait c'est normal. C'était Marie-Claude. Ben oui, mais les messages c'est limité à 160 caractères. Alors j'avais cru que c'était Norma. Oui. Et puis, on va accueillir une réaction en direct de Michel. Michel qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir. On vous écoute. Oui, je vous écoutais et ça me parle beaucoup ce que vous racontez parce que j'ai eu un compagnon un peu plus âgé que le vôtre. Oui. Mais qui a mis des années avant de me présenter à ses amis. Il me disait toujours, il faut que tu connaisses mes amis, il faut que tu connaisses mes amis. Et puis, il ne faisait pas. Oui. Et vraiment, je me demandais pourquoi. Bien sûr. Et ce que moi j'en ai compris, on en a... Oui, parce que vous en avez discuté, je suppose. Pas vraiment, parce que c'était quelque chose qui était compliqué pour lui. D'un côté, il se disait que peut-être il n'avait pas droit mais pas par rapport à des problèmes de fidélité à un couple précédent. Oui. C'était plutôt par rapport au temps qui passe. Oui. Et de remettre en route quelque chose. Oui. Et de le dire officiellement. Et puis en même temps, il était un petit peu jaloux. Ah. Un tout petit peu si je la présente à mes amis, oui. Un petit peu inquiet en se disant, j'espère qu'il n'y en a pas un qui va me l'embarquer. Ah oui, d'accord. Non, là, lui, je pense pas qu'il y ait ça. Pour l'instant, je n'ai pas du tout perçu quelque chose comme ça. Eh ben, tant mieux. Voilà. Tant mieux, mais en même temps... Ouais. Oui, mais c'était une petite pointe de jalousie mignonne, si vous voulez. Oui, c'était oui, pas...
Et puis l'envie de préserver. Vous voulez vous préserver pour lui tout seul. Il voulait préserver. Oui. Il s'est dit, j'ai la chance de rencontrer une femme comme elle, je me la garde. Peut-être que je n'ai pas du tout pensé à cet aspect-là de la question, ça. Mais bon, il faudrait que j'y réfléchisse. Disons que ça n'avait pas effleuré jusqu'à maintenant. Peut-être, oui, ça il va pas vous le dire, si c'était le cas. Non, il va pas me le dire, mais c'est vrai qu'il fait beaucoup de compliments, alors peut-être que... Oui. Non. Oui. Ah, oui. Donc, et en fait, il m'a fallu beaucoup d'humour. Oui. Pour que tout doucement ça se fasse et ça finit par se faire naturellement. Naturellement. Parce qu'on vivait comme vous, chacun chez mais soi, ça, et on se revoyait souvent. Vous savez, il paraît que c'est peut-être mieux de vivre séparément et de ne vivre ensemble que les bons moments. Mais moi, je pense que quand on s'aime fort, c'est bien aussi de partager les moments difficiles. Alors, c'est vrai, mais c'est vrai aussi que quelquefois le quotidien est un petit peu usant. Oui, bien sûr. Pour l'instant, nous ne sommes que dans la joie de nous retrouver, mais aussi dans la tristesse de nous séparer malgré tout. Il y a les deux côtés. Et puis le plaisir de s'attendre et de se retrouver. Ah oui. Ça c'est très fort. C'est précieux. Ah, c'est précieux, oui. Ça, mais j'apprécie beaucoup ce qui m'arrive, croyez-le bien. Il y a quelqu'un qui ajoute peut-être que c'est aussi le charme de cette histoire, qu'il n'appartient qu'à vous et qu'il veut préserver. Christophe dit aller aimer sans vous soucier du reste. Écoutez, je m'attendais à beaucoup de choses, sauf à des... Finalement, il n'y a pas eu de notes négatives. Ah, pas du tout. Voyez, alors vraiment, je vous assure, je n'ai pas fait de censure. Je fais rarement de censure dans les messages, mais il n'y a pas eu. Non, j'ai lu les messages qui s'étaient présentés là sur mon écran. Voilà. Et j'avais peur, si vous voulez, qu'il y ait des notes négatives. Oui, des personnes qui diraient tiens, c'est curieux, c'est étrange, pourquoi il ne veut pas. Il y a peut-être quelque chose de caché. Il n'est pas prêt. Oui, ça vous aurait fait douter un peu. Ça m'aurait peut-être pas. Enfin, j'aurais réfléchi en tout cas, si vous voulez, bien entendu. Ah, comme quoi. Parce que j'y pense. Inutile de vous dire que bien entendu. Et oui, on a toujours. Aussi. Oui. Mais vous voyez, quand je dis vous faites l'émission avec moi, vous tous qui envoyez des courriels, des SMS, ça compte vos réflexions parce que voyez, vous le dites, Nicole, il suffit parfois, c'est terrible d'ailleurs, il suffit parfois d'un message. On retient, il y en a plein qui peuvent être constructifs et puis il y en a un. Ça veut pas dire d'ailleurs négatif, mais il y en a un qui peut amener un peu restrictif. Écoutez, j'ai lu. Je les lis d'ailleurs parce que il y a des opinions différentes qui s'expriment. Écoutez, j'ai lu tous ceux qui se présentaient là. Quand je ne les lis pas d'ailleurs, petite précision, parce que parfois vous me dites vous avez pas lu mon message. C'est pas que je censure, c'est que il en arrive beaucoup et que c'est vrai qu'entre le fait de parler avec vous, de lire les courriels, de penser à la personne, dire parfois en régie à la personne, l'auditeur suivant qui va s'exprimer. C'est pas une émission où je lis les SMS. La priorité, c'est quand même d'écouter la personne qui s'exprime à l'antenne. Donc, il y a des messages, qui passent malheureusement à la trappe et je m'en excuse toujours par avance auprès de vous. Voilà. Encore un message qui arrive pour vous de Catherine qui dit « Je trouve au contraire pour vous que vous avez tout le temps d'être heureux. Vivez et belle vie sur la route du bonheur. » Et il y a Ava qui dit « Si tous ses amis étaient au courant, ce serait l'occasion de vous inquiéter de leur avis. La liberté que vous offre ce merveilleux secret est précieuse. » Et puis il y a First Lisa qui dit « Bon, ça suffit maintenant, Nicole, parce que je vais être jalouse. » Écoutez, c'est génial. Je vais passer une nuit merveilleuse. Écoutez, Caroline, en tout cas, je vous remercie. J'écoute très souvent votre émission. C'est génial. Bon, là en tout cas, ça, vous voilà reparti, rassuré. Oui, non, franchement. J'avais une sourde inquiétude, on va dire. Voyez, c'est ce que je dis souvent, une petite, une grande angoisse. Voilà. Vous m'appelez au 3921 et on en parle ensemble et en général, ça va mieux. Ça aurait été dommage de vous endormir là-dessus. Écoutez, mais je me suis décidée brutalement. Ce soir, j'ai dit ça y est, j'appelle Caroline. Allez.
Voilà. Et comme ça, vous allez passer une bonne nuit. Je vais passer une bonne nuit. Merci. Bon, ben tant mieux, Nicole. Allez, j'embrasse tout le monde. Embrasse. Au revoir, Nicole. Allez, merci, au revoir, Michel. Caroline. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Allez, quelques secondes et on va voir si Émilie Bonneau va nous donner de bonnes nouvelles, on l'espère. Quelques petits messages. Élodie, elle nous a envoyé un petit courriel en disant qu'elle a écouté le témoignage de Jérôme et ses désillusions, sa perte de repères sur les notions profondes de la vie lui ont parlé et elle aimerait bien entrer en contact avec lui durant sa retraite. Donc on va transmettre, Élodie. Et puis un petit clin d'œil amical à Daphné qui me dit « J'ose enfin mon premier message, j'écoute souvent l'émission ». Alors en premier, bonsoir à vous et à tous les assistants, à tous les auditeurs. J'espère qu'on va avoir l'occasion de vous lire maintenant souvent, ma chère Daphné. Allez, il est l'heure de nous quitter. Je vous embrasse très fort. Belle nuit, faites de jolis rêves.